L'actualité ce mardi, la proposition de l'UNDD pour une réconciliation nationale l'a réussi. Annoncée comme l'une des priorités du deuxième quinquennat du président Kaboré, les avis divergent quant à la procédure pour y arriver. Justice classique ou transitionnelle, le parti de Maître Herman Yameugho penche pour la transitionnelle. Il a fait savoir ce matin pourquoi une telle option. Vous l'entendrez dans une poignée de secondes. Et puis, vous l'avez peut-être constaté ces derniers temps, au Burkina Faso, il y a une hausse des prix des produits, surtout les denrées alimentaires qui ont connu une flambée. Détrompez-vous, ce n'est pas l'effet des fins d'année, mais de l'augmentation de l'inflation dans la zone UEMOA. Comment comprendre ce phénomène? Toutes les explications à suivre dans ce journal, dans notre chronique économie. À suivre également dans ce journal, l'investiture du président guinéen Alpha Condé, proclamé vainqueur dès le premier tour par la Cour constitutionnelle de son pays le 7 novembre dernier, s'apprête à prêter serment. C'est donc parti pour un troisième mandat qui aura été véritablement contesté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur BF1. La réconciliation nationale, vous le savez, est annoncée comme l'une des priorités du deuxième quinquennat du chef de l'État burkinabé. Depuis, la voie pour y parvenir suscite des divergences au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Opter pour la justice classique ou non, les avis sont partagés. L'UNDD de Maître Herman Yameugho vient de se prononcer sur le sujet. Pour ce parti politique, la justice transitionnelle serait la meilleure option. Et pour cause, choisir la justice classique, c'est ouvrir la voie à d'autres sources de division. Argument à l'appui donc, Maître Herman Yameugho défend la vision de son parti. Je vous propose de l'entendre. Je trouve que la justice classique ne peut pas aller au fond de certaines questions. Ça peut créer des problèmes. Si on dit aujourd'hui que l'on va juger tous les responsables politiques de la Première République à aujourd'hui et que ça va passer par la justice classique et que l'on va faire des auditions sur tout ce que chacun a dit, fait, des enquêtes sur la gestion de tout le monde, vous allez provoquer une guerre civile ici. Parce que ça concerne beaucoup de gens, beaucoup de problèmes. On ne pourra pas gérer cela. Donc voilà pourquoi on a pensé à une autre forme de justice qui peut tamiser un peu tout cela, arriver à l'essentiel sans créer d'autres problèmes. Vous prenez par exemple une insurrection. Si on dit on va juger ça selon la justice classique, il faut trouver ceux qui ont formé les insurgés. Il faut trouver ceux qui ont indiqué les maisons pour qu'on brûle. Ceux qui ont fait des conférences pour dire il faut trouver tout cela dans le cas de la justice classique. Alors que certains sont au pouvoir, vous voyez que ce n'est pas possible. Parce que vous allez créer d'autres problèmes. Voilà pourquoi les gens disent, pour des crises graves, des conflits politiques graves, qui ont beaucoup d'implications, si on va à la justice classique, on crée d'autres problèmes. Il faut mettre en place des structures qui vont travailler selon la justice traditionnelle. Parce que maintenant, on dit dans le cas de la justice traditionnelle, appliquer ce que nos anciens faisaient là. C'est dit, c'est écrit, c'est recommandé de recourir à ça comme sous l'arbre à palabre. On voit les gens qui s'expliquent en leur disant ce n'est pas pour vous envoyer en prison, mais c'est pour avoir la vérité des faits. Et on voit les victimes. Tout ça se passe en présence de tout le monde, comme ça se faisait avant. Et maintenant, c'est la société qui procède aux réparations. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines sessions d'information. En attendant la suite de ce journal et on parle économie, vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, il y a une augmentation des prix des différents produits, surtout les denrées alimentaires. On pourrait être tenté de justifier cette hausse des prix par les fêtes de fin d'année, mais détrompez-vous, ce n'est pas forcément le cas, puisqu'il y a une augmentation de l'inflation dans la zone UEMOA. L'espace communautaire qui enregistre même
depuis 2013, son taux d'inflation le plus élevé. Une tendance générale donc, confirmée d'ailleurs par le dernier bulletin des statistiques de la BCEAO. Plus d'explications avec Rémi Lambert-Nébier et nos confrères de l'hebdomadaire L'économiste du Faso. Avec une situation sanitaire et économique la moins souhaitable, il fallait s'y attendre. L'inflation est à son taux le plus élevé dans la zone UEMOA depuis 7 ans, indique la BCEAO dans son dernier rapport mensuel des statistiques. Au mois d'octobre, elle s'est établie à 3,4% dans l'espace communautaire, mais à des degrés divers dans les 8 pays membres de l'Union. Et c'est le Burkina Faso qui enregistre la plus forte inflation, avec 4,6%. Mais la hausse des prix que cela induit se ressent-elle sur le marché? Il ne faut pas souvent regarder que Ouagadougou, dans les grands centres. Il faut voir un peu les citoyens qui sont à l'intérieur du pays, puisque le réseau, c'est un réseau national qui collecte les données et qui transmettent au niveau régional. Voir si, dans un marché de Falangontour, le kilogramme de riz ou le sac de mil, le prix a évolué. Je pense que ça, c'est vérifiable. Je pense que c'est toutes ces données qui permettent d'agréger et puis de dire qu'il y a une tendance à la hausse au niveau du Burkina. Mais le citoyen ouagalais, je pense que si vous lui posez la question, il ne va pas dire qu'il ne voit pas encore cette inflation. Mais il y a des gens, certainement, qui la vivent au quotidien sur le marché. Surtout que c'est le secteur, un des gros porteurs de cette inflation, c'est le secteur justement de l'alimentation et des produits alimentaires. Selon les explications fournies par la Banque centrale, cette inflation est impulsée par les secteurs de l'alimentation, restaurants et hôtels. Il y va donc de soi que l'on constate une hausse des prix des fruits et légumes, des tubercules et autres denrées. Mais cette inflation constatée pourrait être de courte durée. Bon, il y a des choses. L'inflation, c'est souvent lié soit à la rétention, soit aussi à l'assèchement des marchés, soit aux difficultés d'approvisionnement. Bon, pour ce qui est des produits agricoles, on sait que ça va baisser bientôt avec les récoltes qui vont sortir, etc. Mais pour les autres produits, tout est question d'approvisionnement. Si à l'origine les produits coûtent cher, parce que le problème c'est quoi? C'est que ce à quoi on pourrait assister, c'est que vers la fin de l'année, il y a des producteurs qui veulent faire de l'attrapage. J'ai pas assez vendu, donc les coûts de production aussi ont été élevés, donc on répercute sur les prix des produits. Donc on peut avoir cet effet-là qui va entraîner justement le fait qu'un certain nombre de produits, les prix seront reportés, enfin vont connaître une augmentation relative d'ici la fin de l'année, parce qu'on a une tendance qui peut-être va s'arrêter ou va pas s'arrêter d'ici. Sur le plan régional, cette inflation est également ressentie au Mali et au Bénin avec 4,4%. La Guinée-Bissau enregistre le plus faible taux avec 1,1%. Et puis, ce sera bientôt la fin du calvaire des participants à la Semaine nationale de la culture pour ce qui est de l'hébergement. La cité des artistes voulue par l'État burkinabé est en passe de se réaliser. 2 ans après l'obtention du site de construction, le cabinet Créa Associates vient de dévoiler le plan architectural de la cité. Voyons à quoi elle va ressembler une fois sortie de terre. C'est avec Sitia Tassambedo et Soto Justin Ndabiri. C'est une superficie de 44 571 mètres carrés, soit 4,45 hectares, située au secteur 18 dans l'arrondissement 6 de la commune de Bobo-Dioulasso, que sera construite la Cité des artistes. Ce projet vient répondre aux besoins d'hébergement et de restauration que rencontrent les nombreux artistes burkinabés et étrangers qui participent à la Semaine nationale de la culture. La cité, comme on l'avait dit, comprend plusieurs entités fonctionnelles. Donc, vous aurez la première entité importante, c'est les hébergements. Donc, vous aurez des dortoirs d'environ de plus de 2000, d'une capacité de plus de 2000 places. Et vous avez à côté tout ce qui est espace d'expression culturelle, de créativité. Vous avez des salles de répétition, des salles de spectacle, des espaces en plein air, donc des espaces pour les enfants, et des aires de sport, donc là, des arènes de lutte. Et surtout aussi le restaurant qui pourra permettre aux artistes de se restaurer sur place. La cité est conçue pour être un lieu de création artistique parce que la culture se vit
se perpétue lorsqu'il y a la possibilité d'être permanemment dans une dynamique de création. Et la création artistique exige un minimum de conditions, parmi lesquelles c'est les lieux où on va pour créer artistiquement. Le coût global du projet de construction de la Cité des artistes s'élève à environ 25 milliards de francs CFA, un montant difficile à mobiliser en raison des défis sécuritaires et sanitaires auxquels doit répondre l'État burkinabé avec son budget réduit, selon le ministre en charge de la Culture. Malgré cette situation, Abdul Karim Sango rassure que le premier bailleur de ce projet reste l'État burkinabé qui compte tout mettre en œuvre pour la réalisation de ce projet. C'est d'abord un projet de l'État du Burkina. Donc le premier bailleur, c'est le budget de l'État. Voilà. Ici, sur le chemin, on a des amis qui sont intéressés, on va parler avec nos amis, voir comment on peut. Mais ce qui est important, c'est le séquençage. Voilà. Ça permet d'amortir un peu, c'est vous-même que vous ne construisez pas votre maison en un jour. Voilà. On commence à mettre certains aspects, et puis progressivement. La Cité des artistes veut être à la fois le reflet de l'ouverture et de la modernité de la société burkinabé, selon le ministre de la Culture, tout en exprimant les racines de la tradition et du savoir-faire constructif local. À en croire le ministre Sango, cette cité sera une image forte qui pourra placer le Burkina Faso sur la carte culturelle mondiale. À Bobo-Dioulasso, on y reste pour voir la stratégie promotionnelle de la Société africaine de pneumatiques SAP Olympique. Une journée porte ouverte, c'est une occasion de découverte pour les différentes associations de mécaniciens et vulcanisateurs. L'objectif étant de recenser les besoins spécifiques de ces mécaniciens et vulcanisateurs pour une meilleure promotion des produits de la SAP Olympique et consolider les liens entre les différentes entités. Immersion dans le laboratoire de la SAP Olympique avec Cynthia Tassambedo et Soto Justin Ndabiri. Venus de plusieurs localités du Burkina, ces mécaniciens et vulcanisateurs, partenaires de la SAP Olympique, ont pu découvrir une fois de plus le travail effectué au sein de la Société africaine de pneumatiques. Ce que nous avons retenu dans cette journée, c'est que nous avons aussi des produits nouveaux qui sont là et la SAP va sortir dans ces derniers jours. Bon, ok, la qualité de ces produits aussi, elle est tellement meilleure. Il faut y avoir le pneu pour pouvoir savoir que le pneu SAP, c'est de la bonne qualité. Effectivement, bon, nous conseillons beaucoup, surtout les commerçants, même les usagers, de prendre le pneu SAP. Vraiment, il est de la bonne qualité. Aujourd'hui, les mécaniciens ont commencé à comprendre que les produits de SAP sont les meilleurs et encore moins chers. Alors aujourd'hui sur le marché, quand tu tournes, tout le monde parle de SAP, mais puisque c'est les débuts, nous ne pouvons pas encore quantifier ce qui se passe. Mais nous savons déjà que quelque chose est fait. Cette journée porte ouverte est la deuxième organisée par la SAP Olympique à moins de 2 mois. Le travail ne fait que commencer. La journée porte ouverte n'est qu'un début. Et après cela, nous envisageons d'autres stratégies commerciales terrain. C'est-à-dire, on est en train de vouloir même mettre en place des boutiques témoins, s'il le faut, pour que, en tout cas, les produits soient accessibles. Nous sommes en train de travailler aussi avec des détaillants pour qu'il y ait une visibilité de nos produits. Oui, les choses sont en train de changer, quand bien même timidement. Nous sentons vraiment, en tout cas, un changement sur les chiffres. On ne peut pas aussi occulter le fait que le déstockage nous a donné une bouffée d'oxygène non négligeable. Et au-delà de ça, les commandes ont continué. Ces mécaniciens, pour ne rien vous cacher, ce sont pour nous des partenaires. Parce qu'en matière de pièces de rechange pour engins à 2 roues, les mécaniciens sont des personnes ressources auprès desquelles certains utilisateurs d'engins à 2 roues ont recours pour se renseigner et s'informer sur le meilleur choix à faire en termes de pièces détachées. C'est pour ça que nous avons donc pensé qu'il était bon de convier ces partenaires-là, les mécaniciens et vulcanisateurs, à la SAP pour faire meilleure connaissance de l'entreprise, connaître mieux ses produits et à travers ça, ils pourront en tout cas recommander nos produits à leurs clients respectifs. Au cours de la visite guidée de l'usine, les mécaniciens et vulcanisateurs ont pu découvrir le fonctionnement de la société depuis la matière première jusqu'au produit fini. Un jeu de tambola et une remise d'attestation aux participants ont mis fin à la journée porte ouverte de la SAP Olympique.
Toujours à Bobo-Dioulasso, vous l'avez certainement appris, l'opérateur économique Sékou Aïdara a fermé définitivement les yeux à la lumière ce 9 décembre. Sékou Aïdara, ancien coordinateur du projet de réhabilitation de la grande mosquée de Dioulasso-Ba, initiateur du projet de réhabilitation des cimetières de Bobo-Dioulasso, premier secrétaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, l'illustre disparu a été inhumé ce dimanche en présence d'autorités burkinabé et d'une foule immense venue lui rendre hommage. Soto Justin Dabiri. Amis, personnalités politiques, économiques, administratives, coutumières, religieuses, membres de gouvernement et d'institutions, tous sont venus rendre hommage à El Hadj Sékou Aïdara, opérateur économique, membre de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Sékou Aïdara était un grand homme polyvalent, affable, sociable selon ses camarades de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Sékou Aïdara avait la passion de servir les autres. C'était un homme fidèle en amitié et loyal dans ses rapports avec les autres. Sa longue relation d'amitié et de proximité avec le président El Hadj Djanguinaba Barrow est un des témoignages. Son intégrité et son humilité forgeaient le respect et l'admiration. La communauté des affaires et la nation entière perdent l'un de leurs fidèles et loyaux serviteurs. Disponible et généreux, qui a mis toute sa vie au service de son pays. Également homme de culture et de tradition, Sékou Aïdara a été de son vivant l'un des artisans de la réalisation de la grande mosquée de Dioulasso-Ba, des cimetières et de la mairie centrale de Bobo-Dioulasso. Une place portera bientôt son nom selon le maire de la commune. Pour qu'à jamais ce nom ne disparaisse de l'histoire de la ville de Sia. Tonton Sékou, tu as accompli ta mission sur terre. Je l'ai écrit, mission bien accomplie, qu'Allah t'accepte dans son paradis. La ville de Bobo-Dioulasso perd un baobab. Le Burkina Faso vient de perdre un de ses dignes fils. À titre posthume, la nation a élevé au rang de dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon, celui que ses proches appelaient affectueusement le Macadam, le grand ou le Cheikh Sékou Aïdara. Nous perdons un grand homme d'affaires, nous perdons un digne fils de notre pays. Bobo-Dioulasso perd un sage. Et c'est pour cela que la nation a été reconnaissante. Vous savez, pour nous, en tant que fils de Bobo-Dioulasso, c'est une grande perte. C'est un homme qui a vécu pour Bobo-Dioulasso. Au moment où les affaires marchaient, et même quand ça n'allait pas, il est resté à Bobo. Je me rappelle, en tant qu'agent des impôts, je sais de quoi je parle. C'est pour cette raison, cet homme qui a investi et qui a soutenu l'ensemble des actions de développement de Bobo-Dioulasso mérite un hommage. Né en 1953, El Hadj Sékou Aïdara est décédé à l'âge de 67 ans. Il laisse derrière lui une famille biologique, des amis d'enfance et le monde de la culture et des affaires dans une grande tristesse. C'est désormais au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso que le douanier El Hadj Sékou Aïdara repose désormais en paix. Et avant de nous quitter, sachez qu'à la suite du président ivoirien Alassane Ouattara, qui a prêté serment hier au bord de la lagune et brillé pour la 3e fois consécutive, ce mardi 15 décembre, c'est le président guinéen qui sacrifie à la même tradition. Le président Alpha Condé qui sera investi d'un moment à l'autre, puisque la cérémonie d'investiture est en cours, rappelons-le, a été élu le 18 octobre dernier dès le premier tour avec 59% des suffrages exprimés. Un 3e mandat très controversé, on se rappelle également. Retour sur la victoire du président Alpha Condé avec nos confrères de France 24. Alpha Condé, 82 ans, s'offre un bain de foule dans les rues de Conakry après une victoire confortable. 59% des suffrages dès le premier tour. Réélu pour un 3e mandat à la tête de la Guinée, le 18 octobre dernier, le président promet une nouvelle façon de gouverner. Le gouvernement va se consacrer à travailler
peuple. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on puisse finir notre travail communautaire. Plébiscité dans les urnes, mais contesté dans la rue. Des manifestations qui ont coûté la vie à des dizaines de civils dans le pays. Le troisième mandat d'Alpha Condé est controversé, rendu possible grâce à un référendum constitutionnel très critiqué. Les résultats de l'élection ont été validés le 7 novembre par une commission électorale acquise à sa cause, selon l'opposition, qui dénonce un passage en force et des arrestations arbitraires. Nous condamnons énergiquement cette instrumentalisation de la justice par Alpha Condé à des fins de règlement de comptes politiques et exigeons la libération sans délai des détenus. Accusé de dérive autoritaire et de chasse aux sorcières, Alpha Condé a démenti et renouvelé ses appels au calme. Son investiture intervient ce mardi dans un climat tendu. Elle se fera en présence d'une dizaine de ses homologues, au lendemain de celle d'un autre chef d'État africain, Alassane Ouattara. Le président ivoirien lui aussi réélu pour un troisième mandat controversé. Et voilà qui referme notre version de l'actualité de ce 15 décembre. Merci d'être resté en notre compagnie. À demain pour d'autres actualités. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.